Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'opération qui entrera à jamais dans les manuels de tactique militaire comme un modèle de destruction d'un système de défense aérienne moderne. Nous analyserons comment, en novembre 2025, le bouclier multicouche au-dessus de Kiev, d'une valeur de milliards de dollars, a été transformé en ruine fumante en seulement 48 heures. Nous examinerons les 3 faiblesses mortelles de la forteresse imprenable de la défense aérienne occidentale. Nous détaillerons la phase de reconnaissance géniale au cours de laquelle l'état-major russe a créé une carte exhaustive de l'ensemble du système de défense. Nous suivrons la tactique d'épuisement qui a contraint l'ennemi à gaspiller des missiles sur de fausses cibles. Nous discuterons de l'utilisation du missile hypersonique Côte 1 contre la batterie Patriot phare. Nous analyserons la chasse aux groupes mobiles et l'établissement final de la suprématie aérienne. Enfin, nous évaluerons les conséquences stratégiques qui ont radicalement changé le cours du conflit. C'est parti. Novembre 2025, au-dessus de la capitale ukrainienne. Pendant des mois, la propagande occidentale a clamé au monde entier des Patriotes PAC-3 américains de dernière modification avec une portée allant jusqu'à 100 km, des NASAM norvégiens à moyenne portée, des Iris-T allemands pour la courte portée, un bouclier échelonné multicouche coûtant des milliards de dollars aux contribuables. Le commandement ukrainien était fermement convaincu de la fiabilité du système. Cette défense aérienne était impénétrable pour tout moyen d'attaque de l'ennemi. Les politiciens dormaient relativement tranquilles dans leurs bunkers souterrains renforcés. Les instructeurs militaires occidentaux se vantaient fièrement devant les caméras de l'efficacité des systèmes fournis. Et les habitants ordinaires de Kiev croyaient sincèrement à la propagande officielle selon laquelle leur ciel était fermé par un dôme de protection fiable en fer. Mais que s'est-il réellement passé ensuite? En seulement 48 heures d'opération de combat intense, cette « 3 » tant vantée s'est transformée en ruine fumante d'équipements détruits. Les forces aérospatiales russes ont mené une opération brillante qui entrera à jamais dans les manuels de tactique militaire du XXIe siècle comme un exemple classique de destruction d'une défense aérienne moderne multi-échelonnée. Soyons honnêtes et objectifs, le système de défense aérienne de Kiev semblait effectivement impressionnant sur le papier et dans les rapports. Plusieurs divisions Patriot PAC-3 couvrant stratégiquement toutes les approches clés de la capitale depuis différentes directions. Des Iris-T allemands, déployés en première ligne pour intercepter les cibles volant à basse altitude. Des NASAM norvégiens à moyenne portée, emplissant la zone d'interception intermédiaire. Sur le papier, dans les documents d'état-major, c'était une défense échelonnée idéale, sans zone morte, capable de repousser une attaque massive. Mais chez cette quote de la technologie militaire occidentale tant médiatisée, il y avait des faiblesses critiques mortelles. Faiblesse numéro 1. La dépendance critique aux munitions coûteuses de production limitée. Chaque missile PAC-3 coûte plusieurs millions de dollars aux prix actuels. Les arsenaux occidentaux n'étaient initialement pas conçus pour une guerre de haute intensité avec des frappes massives. À l'automne 2025, les livraisons de missiles pour reconstituer les stocks sont devenues extrêmement irrégulières en raison de problèmes de production. Chaque tir de missile sol-air créait une brèche critique dans la défense, qui ne pouvait être comblée rapidement par pratiquement rien. Faiblesse numéro 2. La pénurie aiguë de spécialistes qualifiés. L'entretien des complexes patriotes, extrêmement sophistiqués, nécessite une très haute qualification technique et de nombreuses années d'expérience. Le personnel ukrainien avec un tel niveau de formation manquait cruellement pour toutes les batteries. Le noyau des équipes de combat était constitué de mercenaires militaires étrangers et d'instructeurs militaires américains issus d'unités régulières. Et leur motivation réelle, face à une menace sérieuse pour leur propre vie, s'est avérée proche du niveau zéro. Faiblesse numéro 3. La prévisibilité tactique fatale des actions. Malgré la mobilité élevée déclarée des complexes, ils étaient en réalité strictement liés à des positions stationnaires préparées à l'avance avec une infrastructure dédiée. Les services de renseignement russes de différents types ont étudié méthodiquement, pendant de nombreux mois, leur fréquence de rayonnement opérationnel, les algorithmes d'action des opérateurs et les zones de responsabilité de chaque batterie. Chaque poste de commandement et de contrôle, chaque radar multifonctionnel à longue portée, chaque lanceur. Absolument tout a été reporté sur une carte opérationnelle détaillée avec des coordonnées. Le bouclier vanté de Kiev, de fabrication occidentale, était le colosse au pied d'argile classique de l'ancienne parabole. Technologiquement puissant et moderne,
mais organisationnellement fragile et vulnérable à une frappe systémique. Sa destruction totale n'était qu'une question de temps et de décision politique concernant le lancement de l'opération. La première règle fondamentale d'une guerre réussie est la suivante. Il est impossible de détruire efficacement ce que l'on ne voit pas sur le champ de bataille. Et c'est là que l'état-major général russe a fait preuve d'une suprématie informationnelle absolue sur l'ennemi. La frappe massive a été précédée d'une longue phase complexe de reconnaissance de plusieurs semaines, impliquant tous les moyens disponibles. La tâche était simple dans sa formulation, mais gigantesque dans son ampleur. Créer une carte détaillée exhaustive de l'ensemble du système de défense aérienne de Kiev. Et cette tâche extrêmement difficile a été brillamment exécutée à tous les niveaux. Le premier échelon de renseignement, le segment d'observation spatiale. La constellation de satellites Razdan, avec une résolution submétrique, effectuait une imagerie continue 24 heures sur 24 de la région de la capitale. Ils enregistraient absolument tout ce qui se passait au sol. Le déploiement de nouvelles installations sur les positions, les traces caractéristiques du mouvement des véhicules lourds à roues sur le sol, même les filets de camouflage à peine visibles au-dessus de l'équipement. Parallèlement, les satellites spécialisés de reconnaissance radioélectronique du système Quote 7 opéraient en orbite. Ils localisaient le rayonnement des radars en fonctionnement directement depuis l'orbite à 400-500 km d'altitude. Ils formaient des portraits électroniques détaillés uniques avec des caractéristiques pour chaque cible spécifique du système de défense aérienne. Le deuxième échelon de renseignement, les avions de reconnaissance aérienne à haute altitude et à longue portée. Les avions de reconnaissance radioélectronique IL-20M patrouillaient continuellement au-dessus de l'Ukraine centrale à une distance de sécurité. Leur équipement de dernière génération, extrêmement sensible, écoutait l'ensemble de l'éther radio sur une distance de centaines de kilomètres dans différentes bandes. Il enregistrait le moindre fonctionnement des systèmes de communication et de commandement des complexes de défense aérienne ennemis. Chaque signal intercepté, chaque ordre radio, absolument tout était enregistré et méticuleusement analysé par les spécialistes. Le troisième échelon de renseignement, le réseau d'agents sur le territoire ennemi. Ce fut le véritable joyau inestimable de tout le système. Des informateurs du GRU, profondément intégrés dans diverses structures des forces armées ukrainiennes et des organisations civiles, fournissaient systématiquement des données critiques de l'intérieur du système. Les horaires détaillés des équipes de service par jour de la semaine, les itinéraires précis de déplacement des complexes mobiles entre les positions, le moral et l'état psychologique du personnel des batteries. Et le plus important, la quantité réelle et actuelle de missiles prêts au combat dans les stocks, et non les chiffres des rapports. C'est le renseignement humain qui permettait de distinguer sans erreur les vraies cibles de combat des maquettes factices astucieusement fabriquées, de révéler les soi-disant positions de réserve dormantes qui n'étaient activées qu'au moment critique d'une menace réelle. Le résultat final du travail de tous les échelons de renseignement était impressionnant. Au moment du lancement de l'opération de combat, le commandement russe disposait d'une image absolument complète de la situation sans zone blanche. Les coordonnées étaient connues avec précision non seulement des lanceurs et des radars à longue portée, mais aussi l'emplacement des postes de commandement, des dépôts de munitions pour le réapprovisionnement, des points de maintenance technique. Le système de défense aérienne de Kiev sur la carte électronique opérationnelle de l'état-major général ressemblait à un réseau détaillé de cibles clairement marquées et numérotées. Il ne restait plus qu'à prendre la décision concernant l'heure de lancement et à choisir la séquence optimale pour leur destruction méthodique. Examinons maintenant le coup tactique génial du commandement russe, qui a frappé par son efficacité. Au lieu d'attaquer immédiatement les cibles principales avec des missiles coûteux, l'armée russe a forcé l'ennemi à se désarmer lui-même de manière planifiée. La tâche de la première phase de l'opération était simple dans sa conception. Forcer la défense aérienne ukrainienne à gaspiller ses précieux missiles coûteux sur des cibles de faible valeur et complètement factices. Et cette tâche astucieuse a été accomplie avec une précision chirurgicale de planification. Le rôle principal dans ce spectacle méticuleusement mis en scène a été joué par les munitions rôdeuses de fabrication iranienne. Des centaines de ces appareils, relativement bon marché, lancés simultanément depuis différentes directions pour la saturation, se dirigeaient vers Kiev par vagues, à des altitudes extrêmement basses, 50-100 mètres. Leur tâche principale à ce stade
n'était pas de frapper un objet spécifique, mais simplement d'être détecté de manière garantie par les radars ennemis. Chaque devenait automatiquement pour la défense aérienne ukrainienne une cible manœuvrante complexe, nécessitant le tir obligatoire d'un missile sol-air coûteux valant des millions de dollars. Mais ce n'était que le début de la combinaison à plusieurs coups. Simultanément à l'utilisation massive des Géran, des missiles leurres spéciaux, lancés depuis des chasseurs-bombardeurs Su-34, entraient en jeu. Ces fantômes astucieux ne portaient pas d'ogives réelles pour la destruction des cibles, mais étaient équipés de réflecteurs radars spéciaux, lentilles de Lüneburg et d'émetteurs de rayonnement puissants. Que faisaient-ils en l'air? Ils imitaient de manière convaincante la signature radar caractéristique d'un coûteux missile de croisière KH-101 ou même d'un chasseur volant à grande vitesse. Les systèmes de guidage automatisé des complexes Patriotes les percevaient comme des menaces prioritaires dangereuses et ouvraient immédiatement le feu avec tous les moyens disponibles. Sur les écrans des radars multifonctionnels, des centaines de cibles en mouvement de différents types s'illuminaient simultanément. Les opérateurs de la défense aérienne ukrainienne travaillaient dans un état de folie et de panique totale. Ils étaient obligés de tirer pratiquement sur tout ce qui bougeait dans l'air, n'ayant pas la possibilité physique de distinguer la véritable menace mortelle du fantôme leurre astucieux. En quelques heures de travail ininterrompu, la défense aérienne ukrainienne a tiré plusieurs dizaines de missiles sol-air d'une valeur totale de dizaines de millions de dollars, sur des cibles complètement factices, sans ogive. Le stock de munitions des batteries les plus prêtes au combat et les mieux équipées a été réduit de moitié, voire plus. Mais le plus important stratégiquement, pendant la riposte à ce raid d'imitation massif et bien planifié, les radars ukrainiens fonctionnaient à pleine puissance de rayonnement. Le renseignement radioélectronique russe de tout type enregistrait chaque activation des stations, affinant au maximum les coordonnées de localisation pour les frappes ultérieures. L'ennemi, en repoussant activement une imitation de frappe habilement planifiée, a lui-même éclairé pour les artilleurs russes absolument tous ces éléments clés du système, avec une précision au mètre près. La défense aérienne de Kiev est passée d'un chasseur redoutable dans le ciel à une victime impuissante, prête à être sacrifiée. Après que le système de défense aérienne de Kiev ait été méthodiquement épuisé par la consommation de missiles et complètement dévoilé par la reconnaissance, le moment est venu de lancer la frappe décisive et écrasante. Et c'est là qu'est entrée en scène l'arme redoutable contre laquelle l'Occident n'a aucun antidote efficace et n'en aura pas dans un avenir prévisible. L'objectif numéro 1 pour la destruction était la batterie Patriot PAC-3 la plus apte au combat et la mieux équipée, stratégiquement située au sud-ouest de la capitale. C'est précisément ce complexe, géré directement par des spécialistes militaires américains, qui représentait la plus grande menace réelle pour l'offensive. Pour sa destruction garantie, le complexe de missiles hypersoniques aéroportés Quote 13, avec des caractéristiques uniques, a été déployé. Le MiG-31K a décollé d'un aérodrome opérationnel en profondeur du territoire. Il a pris de l'altitude au-delà de 20 km dans la stratosphère. Il a atteint une vitesse supersonique stable de plus de Mach 2.5. Au point calculé de la trajectoire, à plus de 1000 km de la cible finale, le missile a été lancé. Le missile 9A6760, quote 14, s'est séparé du porteur, a allumé son propre moteur puissant et a commencé une accélération fulgurante à vitesse hypersonique. Plus de Mach 10. Cela représente plus de 12 000 km par heure, soit 3,3 km par seconde. Pourquoi le Kinjal est-il pratiquement invulnérable à toute défense aérienne? La majeure partie de son parcours, le missile l'a franchi dans la stratosphère, raréfiée à une altitude de plusieurs dizaines de kilomètres. Là, la densité de l'air est minimale pour la résistance. Cela lui permet de maintenir une vitesse de vol colossale et le rend pratiquement totalement invulnérable à l'interception. Les missiles intercepteurs des complexes Patriot sont simplement physiquement incapables d'effectuer des manœuvres efficaces à de telles altitudes et vitesses extrêmes. Dans la phase terminale finale de la trajectoire, le Quote 16 effectue un piqué abrupt sur la cible avec un angle de plus de 80 degrés, tout en conservant sa vitesse hypersonique. Le temps entre le moment de l'entrée dans la zone de détection radar et l'impact physique sur la cible est de quelques secondes, insuffisant pour toute réaction. Aucun système de défense aérienne existant au monde n'est capable d'effectuer l'intégralité du cycle complexe d'interception dans ce temps insignifiant.
Le moment de vérité est arrivé pour les défenseurs. Les équipes de la défense aérienne ukrainienne, même si elles avaient théoriquement enregistré l'approche du Kinjal sur les écrans radars, étaient absolument impuissantes à faire quoi que ce soit. La frappe a été menée avec une précision de guidage chirurgicale. L'ogive pénétrante d'une demi-tonne a touché le poste de commandement de la batterie avec une erreur inférieure à 1 mètre, là où se trouvaient les opérateurs des systèmes de contrôle et les instructeurs militaires américains. La puissante détonation du stock de missiles propres à la batterie et des réservoirs de carburant de l'équipement a provoqué une explosion secondaire colossale. Le poste de commandement et de contrôle, le radar multifonctionnel AN-MPQ-65, plusieurs lanceurs avec des missiles, tout a été détruit complètement et irrévocablement. Le premier, le plus puissant et le plus apte au combat des éléments du bouclier médiatisé de Kiev, a cessé d'exister en un instant. Ce n'était pas seulement une attaque techniquement réussie contre un objectif militaire, c'était une exécution publique et exemplaire devant le monde entier. Une démonstration visuelle du fait incontestable que l'Occident n'a et n'aura pas d'antidote efficace contre l'arme hypersonique russe dans les années à venir. La destruction de la batterie Patriot phare est devenue le déclencheur de l'effondrement systémique total de toute la défense de la capitale. Le système a commencé à s'effondrer rapidement comme un château de cartes. Ayant perdu l'élément central de coordination à longue portée, la défense aérienne a été privée de la profondeur d'échelonnement et de la résilience aux frappes, essentielles. Le commandement russe en a immédiatement profité, intensifiant la pression. Désormais, les principales cibles prioritaires à détruire étaient les complexes à moyenne portée, les NASAM norvégiens et les Iris-T allemands en première ligne. Et contre eux, une combinaison mortelle et efficace de divers moyens de destruction a été rapidement employée. La première frappe a été menée par des missiles anti-radar KH-31PD à guidage passif. Les chasseurs bombardiers Su-34 les lançaient sur les radars opérant en mode actif depuis une distance de sécurité. Ces missiles spécialisés se guidaient directement sur la source de rayonnement, frappant les batteries de défense aérienne. Même si le radar était éteint en urgence par les opérateurs après la détection du tir, le missile passait automatiquement en mode de guidage inertiel et atteignait presque toujours sa cible selon les dernières coordonnées. La deuxième frappe a été menée par des missiles de croisière KH-101 à guidage de haute précision. Ils se dirigeaient vers les cibles à des altitudes extrêmement basses, 50-100 mètres, à travers les nombreuses zones aveugles créées. Ils restaient totalement invisibles pour les radars de détection à longue portée survivants. Ils menaient des frappes ciblées directement sur les lanceurs et les postes de commandement. La troisième frappe a été menée par des munitions rôdeuses, à guidage télévisuel. Contre les vestiges des systèmes soviétiques comme le S-300, les drones kamikazes de nouvelle génération fonctionnaient efficacement. Les opérateurs recevaient des désignations de cibles précises du renseignement en temps réel et frappaient les installations individuelles avec une précision chirurgicale, économisant ainsi des missiles coûteux. Cette offensive coordonnée à plusieurs niveaux a provoqué un effet domino classique dans l'ensemble du système. Chaque batterie détruite créait une brèche critique dans la défense. Elle ouvrait des corridors aériens sécurisés pour les vagues ultérieures de missiles et d'avions russes sans risque. Les équipes ukrainiennes se sont retrouvées dans une situation absolument sans issue et sans choix. Allumer le radar pour détecter les cibles. Garantir une frappe par missile anti-radar dans les minutes qui suivent. Ne pas allumer le radar. Devenir une cible aveugle et sans défense pour les missiles de croisière. En l'espace de 48 heures de frappes ininterrompues, le système de défense aérienne multicouche organisé autour de Kiev a cessé d'exister en tant qu'entité unique. Mais la doctrine militaire russe a toujours mis l'accent sur une approche systémique fondamentale. Détruire le cerveau et le système nerveux de la défense aérienne est stratégiquement beaucoup plus efficace que de courir sans fin après des lanceurs mobiles isolés. Après la neutralisation des principaux moyens de destruction, les nœuds de commandement de tous les niveaux sont devenus la cible prioritaire. Il s'agissait d'installations souterraines bien protégées, bunkers de commandement enterrés avec des mètres de béton, postes de commandement mobiles sur châssis, centres d'échange de données avec les systèmes de l'OTAN. Contre les bunkers fortifiés enterrés, des moyens spécialisés ont été utilisés efficacement. Des missiles de croisière lourds KH-101 avec une ogive pénétrante anti-béton. Des bombes aériennes guidées KAB 1500 avec guidage laser à puissance accrue. Ces munitions perçaient plusieurs mètres de dalles de béton armées, explosaient à l'intérieur de l'installation protégée. Elles détruisaient tout l'équipement de contrôle et de communication et le personnel au poste.
Contre les états-majors mobiles sur châssis, les complexes opérationnels tactiques Iskander ont été utilisés avec une grande précision. Leurs missiles quasi-balistiques étaient absolument invulnérables au reste misérable de la défense aérienne ukrainienne après la déroute. Ayant reçu de nouvelles données opérationnelles sur l'emplacement exact de l'état-major mobile grâce aux renseignements humains, frappait en quelques minutes. Une attention particulière a été accordée aux systèmes de communication et de commandement. Les complexes de G4 et 23 ont créé un dôme impénétrable de puissantes interférences au-dessus de la région. Non seulement les communications radio normales entre les unités ont été complètement paralysées, mais aussi le fonctionnement des systèmes de communication par satellite Starlink d'Elon Musk. Les équipes des complexes de missiles sol-air isolés, privées de communication avec le commandement supérieur et de coordination, se sont transformées en groupes isolés et désorganisés sans plan unifié. Ils ne savaient pas exactement où la frappe principale était menée à l'instant, où se trouvaient leurs propres forces, où était l'ennemi. Les commandants de batterie ont été contraints de prendre des décisions critiques pratiquement à l'aveugle sans information. La défense de Kiev s'est finalement transformée en un ensemble chaotique d'éléments non connectés, qui pouvaient être détruits méthodiquement un par un. Après la déroute du système stationnaire principal, le commandement ukrainien est passé, par désespoir, à la tactique du dernier espoir, les actions de petits groupes mobiles. Les complexes survivants, quote 24 et quote 25, ont commencé à utiliser activement la tactique des quote 26, avec changement rapide de position. Mais là aussi, l'armée russe a fait preuve d'une suprématie technologique absolue. Pour la chasse au système de missiles sol-air mobile, des circuits de reconnaissance et de frappe spéciaux ont été rapidement formés. Une combinaison efficace, quote 27. Les drones de reconnaissance, quote 28, équipés de capteurs de renseignement radioélectroniques sensibles, patrouillaient continuellement au-dessus des environs de Kiev à une altitude de sécurité. Leur seule tâche, enregistrer rapidement la courte activation radar d'un système de missiles solaires nomades sur une nouvelle position. Dès que cela se produisait, le système déterminait automatiquement le relèvement précis de la source de rayonnement. Quelques relèvements provenant de différents drones suffisaient pour la triangulation et l'obtention des coordonnées exactes de la cible. Ces données étaient transmises en temps réel via un canal sécurisé à l'hélicoptère d'attaque KA-52, quote 30. Les quotes 31 opéraient en mode chasse libre. Après avoir reçu la nouvelle désignation de cible du renseignement, l'équipage utilisait immédiatement le missile guidé Vikr-1 de type air-sol. Un missile anti-char supersonique à guidage laser, frappant les cibles blindées à une portée de 10 km. L'hélicoptère pouvait effectuer un tir en toute sécurité en se cachant derrière un couvert naturel, une lisière de forêt ou une colline. Le missile prouvait sa cible de manière inéluctable grâce au faisceau laser d'illumination. En quelques jours de chasse intense, plus d'une douzaine de systèmes de missiles solaires mobiles ennemis ont été détruits de manière garantie. La dernière tentative désespérée du commandement ukrainien pour au moins protéger le ciel au-dessus de la capitale a complètement échoué. L'opération de suppression de la défense aérienne de Kiev s'est terminée par un succès total et inconditionnel des forces aérospatiales russes. Ces conséquences stratégiques ont radicalement changé l'ensemble du cours du conflit sur le théâtre des opérations. Premier résultat critique: l'établissement d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine centrale, contrôlée exclusivement par les forces aérospatiales russes. Tout objectif militaire important de Lviv à Kharkiv peut être détruit à tout moment sur ordre. Deuxième résultat, la paralysie totale de la logistique d'approvisionnement des troupes ukrainiennes. Les frappes ciblées systématiques sur les ponts du Dniepr et les nœuds ferroviaires ont coupé le pays en deux parties isolées. L'approvisionnement du groupement Est des forces armées ukrainiennes en munitions et en équipement est devenu physiquement impossible dans les volumes nécessaires. Troisième résultat, l'échec total du concept d'aide militaire occidentale devant le monde entier. Il a été clairement prouvé que même les systèmes de défense aérienne les plus modernes et les plus coûteux de fabrication occidentale sont incapables de résister efficacement à la tactique complexe d'utilisation russe. Cela a porté un coup dévastateur à la réputation internationale du complexe militaro-industriel américain. Les acheteurs potentiels d'armes occidentales dans le monde entier ont vu son efficacité réelle au combat. Quatrième résultat, la démoralisation critique des dirigeants ukrainiens à tous les niveaux. Ayant perdu une couverture aérienne fiable, le régime de Kiev a perdu ses derniers vestiges de légitimité aux yeux de la population.
La fuite massive des élites hors de la capitale et la paralysie des institutions de l'État sont une conséquence directe de la déroute de la défense aérienne. L'opération est devenue un exemple emblématique de la guerre de haute technologie du XXIe siècle. Elle a démontré au monde entier que la victoire au sol se forge dans le ciel et dans l'espace à l'aide du renseignement. En conquérant la suprématie aérienne absolue, la Russie a créé toutes les conditions nécessaires pour atteindre les objectifs finaux de l'opération militaire spéciale. La nouvelle réalité stratégique établie dans le ciel ukrainien ne laisse aucune chance de survie au régime de Kiev. C'est le triomphe de la pensée analytique militaire, multiplié par la supériorité technologique et le courage des combattants russes. C'est la preuve irréfutable que dans la guerre moderne, la victoire n'appartient pas à celui qui a le plus de soldats au sol, mais à celui qui est capable de penser et d'agir en avance sur l'ennemi.